Vous êtes-vous déjà demandé quand a été la dernière fois que votre mari vous a réellement vu, pas simplement remarqué en vous voyant vaquer dans la maison, organiser, prendre soin, gérer les choses, mais vraiment vu? Quand a-t-il, et pour la dernière fois, demandé comment vous vous sentiez au fond de vous, et pas seulement si le dîner était prêt ou si les factures étaient payées? Si cette question a fait bouger quelque chose dans votre cœur, si vous avez ressenti une pointe de reconnaissance douloureuse, alors cette vidéo est pour vous. Et je veux que vous sachiez dès maintenant que vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Des milliers de femmes, surtout celles qui ont passé la cinquantaine, portent ce même poids silencieux sur la poitrine. Je vous vois là, de l'autre côté de l'écran, peut-être les yeux embués, peut-être hochant la tête en signe d'approbation. Vous êtes cette femme qui a consacré des décennies de sa vie à construire un foyer, élever des enfants, soutenir des rêves qui n'étaient souvent même pas les vôtres, mais que vous avez embrassés comme tels. Vous êtes cette femme qui se levait avant tout le monde pour préparer le café et qui s'endormait après tout le monde pour s'assurer que tout était en ordre. Vous êtes cette femme qui, même malade, continuait à prendre soin de tout le monde, parce qu'après tout, qui le ferait si ce n'était pas vous? Et maintenant, à cette étape de votre vie, quelque chose en vous change. Peut-être la fatigue accumulée au fil des ans, peut-être la prise de conscience que le temps passe et que vous ne savez plus qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas en train de prendre soin de quelqu'un. Peut-être cette étrange sensation de vous regarder dans le miroir et de ne pas reconnaître complètement la femme qui s'y trouve, parce qu'elle est devenue si bonne à être ce que les autres attendaient d'elle, qu'elle en a oublié d'être elle-même. Je connais cette femme parce que je travaille avec elle tous les jours. Elle arrive à mon cabinet, les épaules courbées sous le poids de tout porter, les yeux fatigués d'avoir vu les besoins des autres avant les siens. Elle me dit qu'elle ne sait plus ce qu'elle ressent, qu'elle n'arrive pas à se souvenir de la dernière fois où quelqu'un lui a vraiment demandé ce qu'elle voulait. Et quand je lui pose des questions sur son mariage, sur ce qu'elle ressent dans sa relation, elle reste souvent silencieuse pendant quelques minutes, comme si elle cherchait les mots pour décrire quelque chose qu'elle n'a jamais pris un temps de nommer. Je me souviens de Marie, une femme de 54 ans venue me voir l'année dernière. Elle venait de réaliser que ses enfants n'avaient plus besoin d'elle de la même manière, que la maison fonctionnait même quand elle n'était pas là pour tout organiser, et cela l'a laissée complètement perdue. « Docteur, m'a-t-elle dit, je ne sais plus qui je suis quand je ne sers plus quelqu'un. Et le pire, c'est que je crois que mon mari ne sait pas non plus qui je suis en dehors de la femme qui s'occupe de lui. » L'histoire de Marie m'a profondément touché, parce qu'elle représente quelque chose que je vois chez tant de femmes. Elles sont devenues si expertes pour aimer à travers le soin, pour montrer de l'affection par une dévotion totale, qu'elles ont perdu de vue si cet amour leur était rendu de la même manière. Elles sont devenues si douées pour interpréter les besoins des autres qu'elles ont cessé d'écouter leurs propres besoins intérieurs. Et c'est de cela dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Pas pour vous dire d'arrêter d'aimer, pas pour vous convaincre d'abandonner votre mariage ou de renoncer à votre famille, mais pour vous aider à reconnaître les moments où votre amour se transforme en auto-abandon, les moments où votre générosité devient une prison que vous vous êtes vous-même construite. Parce qu'il y a une énorme différence entre aimer quelqu'un et se perdre dans cet amour. Il y a une différence entre prendre soin de quelqu'un et oublier complètement de prendre soin de soi. Et quand cette ligne est franchie, quand vous ne savez plus où vous vous terminez et où l'autre commence, c'est là que l'amour se transforme en quelque chose qui vous consume au lieu de vous nourrir. Alors, je veux que vous respiriez profondément maintenant et que vous vous permettiez d'entendre ces mots non pas comme une critique de ce que vous avez fait, mais comme une invitation à vous retrouver dans votre propre vie. Parce que vous méritez d'être vu, vous méritez d'être choisi, vous méritez d'être aimé, non pas seulement pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Et si cela n'arrive pas dans votre relation, il est peut-être temps de commencer à vous poser quelques questions importantes. Le premier moment où vous devez arrêter de vous donner autant à votre mari, c'est quand vous réalisez que vous êtes toujours disponible pour lui, mais qu'il n'est jamais disponible et pour vous.
Réfléchissez, combien de fois cette semaine avez-vous arrêté ce que vous étiez en train de faire pour répondre à l'un de ses besoins? Combien de fois avez-vous annulé vos plans, mis de côté vos envies, réorganisé votre agenda pour vous adapter aux désirs et besoins de votre mari? Et maintenant, répondez-moi, combien de fois a-t-il fait la même chose pour vous? Je sais qu'il peut être difficile de l'admettre, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez probablement qu'il existe un déséquilibre énorme. Vous êtes devenu la personne éternellement disponible pour quelqu'un qui ne l'est pour vous que lorsque cela lui convient. Et ce n'est pas de l'amour, ma chère. C'est une habitude que vous avez créée ensemble, où vous avez assumé le rôle de la gardienne permanente et lui, celui du protégé permanent. Je me souviens de Claudine, 51 ans, qui m'a raconté qu'elle a découvert ce schéma de façon très douloureuse. Elle venait de recevoir une mauvaise nouvelle concernant la santé de sa mère et rentrait chez elle en quête de soutien, d'un câlin, de quelqu'un pour lui dire que tout irait bien. Lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé son mari en train de regarder la télévision et quand elle a commencé à parler de sa mère, il a simplement dit « Quel dommage !» puis a continué à fixer l'écran. À ce moment-là, m'a-t-elle dit, c'était comme si une lumière s'était allumée dans sa tête. Elle a compris que chaque fois qu'il avait un souci, même mineur, elle arrêtait tout pour l'écouter, l'accueillir, chercher des solutions. Mais lorsqu'elle en avait besoin, lorsqu'elle portait un poids sur le cœur, il ne quittait pas des yeux sa télé. Cette asymétrie dans la disponibilité émotionnelle est l'un des signes les plus clairs que vous vous donnez trop. Lorsque vous trouvez toujours du temps pour ces sentiments, mais qu'il n'en trouve jamais pour les vôtres, quand vous avez l'énergie de résoudre ces problèmes, mais qu'il se déclare trop fatigué pour aider quand vous en avez besoin, quand vous avez les mots de réconfort quand il est découragé, mais qu'il ne sait pas quoi dire quand vous êtes triste. Et savez-vous ce qui se passe quand vous acceptez ce rôle de disponibilité permanente? Vous apprenez à l'autre à ne pas vous valoriser. Vous lui apprenez que votre temps n'a pas de valeur, que vos besoins peuvent attendre, que vos sentiments ne sont pas urgents. Et une fois que cette dynamique est installée, elle devient de plus en plus difficile à briser, car vous vous y êtes habitués tous les deux. Le deuxième moment où vous devez arrêter de vous donner autant, c'est quand vous réalisez que vous essayez toujours de deviner ses sentiments, mais qu'il ne tente jamais de comprendre les vôtres. Vous avez développé une capacité impressionnante à déchiffrer ses humeurs, n'est-ce pas? Vous savez qu'il est stressé à la manière dont il frappe la portière de la voiture. Vous savez qu'il est préoccupé par le silence qui s'installe au dîner. Vous savez quand il est satisfait, frustré, enthousiaste ou déçu, et vous ajustez votre comportement en conséquence. Mais dites-moi, quand a-t-il pour la dernière fois manifesté une compréhension de vos états émotionnels? Quand a-t-il remarqué que vous étiez triste avant même que vous n'en parliez? Quand a-t-il modifié son attitude pour vous réconforter lorsque vous alliez mal? J'ai rencontré Rose il y a quelques mois, une femme de 56 ans, devenue experte dans la gestion des humeurs de son mari. Elle m'a confié qu'elle se levait chaque matin en évaluant son état d'esprit pour savoir comment elle devait se comporter dans la journée. S'il se levait de mauvaise humeur, elle marchait sur des œufs pour ne pas l'irriter davantage. S'il se levait de bonne humeur, elle en profitait pour aborder des sujets plus délicats. Toute la dynamique émotionnelle de la maison tournait autour de son humeur. Mais quand je lui ai demandé s'il faisait de même pour elle, Rose est restée pensive longtemps. « Vous savez, docteur, m'a-t-elle dit, je crois qu'il ne remarque même pas quand je suis mal. Une fois, j'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée et il n'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est plaint que j'étais trop silencieuse. » C'est une inversion cruelle qui se produit dans de nombreuses relations. La femme devient experte pour prendre soin du bien-être émotionnel de l'homme, tandis qu'il reste complètement indifférent au sien. Et le pire, c'est que cela s'installe si progressivement que l'on ne voit pas toujours quand cela a commencé. Vous souvenez-vous de vos fiançailles ou de vos premières années de mariage lorsqu'il se souciait de vos sentiments?
Vous souvenez-vous quand il demandait si vous alliez bien, remarquait qu'il y avait quelque chose de différent, faisait un effort pour vous faire sourire quand vous étiez triste? Vous vous en souvenez probablement, car au début d'une relation, il existe cette réciprocité naturelle, cette curiosité véritable pour l'autre. Mais au fil des ans, sans que vous vous en rendiez compte, s'est installée une division du travail émotionnel où vous avez endossé la responsabilité des sentiments de tout le monde, et lui seulement la sienne. Et quand cela arrive, vous cessez d'avoir une vie émotionnelle propre pour devenir une sorte de thermomètre et de régulatrice de ses humeurs. Le troisième moment où il faut cesser de vous donner autant, c'est quand vous vous surprenez à devoir constamment vous justifier, vous expliquer, prouver que vous méritez attention et affection. Si vous vous trouvez sans cesse en train d'argumenter pourquoi vous avez besoin de quelque chose, pourquoi vous méritez quelque chose, pourquoi vos besoins sont valides, alors il y a un sérieux problème dans la dynamique de votre relation. Le vrai amour ne réclame pas de justification. Quand quelqu'un vous aime vraiment, vos besoins sont importants simplement parce qu'ils sont les vôtres. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit que vous méritez de l'affection. Vous n'avez pas besoin de préparer une présentation PowerPoint pour expliquer pourquoi vous aimeriez passer du temps ensemble. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez d'être une priorité dans la vie de celui qui prétend vous aimer. J'ai reçu en consultation Patricia, 53 ans, épuisée de devoir constamment négocier de l'attention dans son propre mariage. Elle m'a raconté qu'elle se sentait comme une vendeuse devant convaincre un client réticent. « Docteur, m'a-t-elle dit, je dois argumenter pour obtenir une conversation décente avec mon mari. Je dois expliquer pourquoi il est important pour moi qu'il lâche son portable à table. Je dois justifier pourquoi j'aimerais qu'il me demande comment s'est passée ma journée. C'est comme si je quémandais des miettes d'attention. » Et savez-vous ce qu'il y a de plus triste dans cette situation? C'est que lorsque vous vous habituez à devoir supplier, justifier, argumenter pour des choses basiques comme l'attention et l'affection, vous finissez par baisser vos attentes. Vous vous contentez de moins en moins, jusqu'au point où le moindre geste d'attention vous semble une faveur immense qu'il vous fait. Cela arrive parce que quand vous devez constamment justifier vos besoins, vous commencez à les internaliser comme excessifs ou inutiles. Vous commencez à croire que vous en demandez vraiment trop, que vos attentes sont irréalistes, que vous devriez être plus compréhensive et moins exigeante. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous vous façonnez pour rentrer dans l'espace qu'il consent à vous accorder, plutôt que d'occuper l'espace que vous méritez naturellement. Mais je veux vous dire quelque chose de très important. Vous ne devriez pas avoir à convaincre qui que ce soit de vous aimer correctement. Vous ne devriez pas mener une campagne publicitaire pour recevoir de l'affection de la personne avec qui vous avez choisi de partager votre vie. Quand l'amour est authentique, il vient naturellement. Il trouve son expression dans des actions et des mots. Le quatrième moment où vous devez arrêter de vous donner autant, c'est quand vous constatez que vous cédez toujours, que vous renoncez toujours, que vous êtes toujours celle qui s'adapte sans jamais voir la même souplesse de sa part. Dans une relation saine, il y a une danse de donner et recevoir, de céder et être soutenu, d'adaptation partagée. Mais quand une seule personne fait constamment les ajustements, concède sans cesse, fait preuve de compréhension sans être réciproquée, alors il n'y a pas de relation. Il y a une personne qui vit pour servir une autre. Avez-vous remarqué à quel point vous êtes flexible ? Comment vous trouvez toujours un moyen de vous adapter à ses plans, à ses horaires, à ses préférences? Vous voulez un film romantique, lui préfère l'action, alors vous dites que l'action ne vous dérange pas. Vous voudriez dîner dans un restaurant différent, mais il aime toujours le même, alors vous y allez et vous vous persuadiez que vous appréciez aussi. Vous rêvez de vacances à la mer, mais il préfère la montagne, alors vous partez en montagne et vous vous concentrez sur les aspects positifs. Pris individuellement, chacun de ces compromis peut sembler insignifiant. Mais quand vous regardez l'ensemble de votre relation, vous pouvez découvrir que votre vie est devenue une version éditée selon les préférences de quelqu'un d'autre. Vous pouvez réaliser qu'il y a si longtemps que vous n'avez rien choisi pour vous-même.
que vous ne vous souvenez même plus de ce que vous aimez vraiment. J'ai rencontré Anne, 58 ans, qui a eu une prise de conscience très marquante à ce sujet. Elle m'a raconté qu'un jour, en librairie, elle a réalisé qu'elle ne se souvenait pas du dernier livre qu'elle avait choisi pour son plaisir personnel. Elle lisait toujours les livres recommandés par son mari, ceux que ses enfants laissaient traîner à la maison ou ceux de la liste des meilleures ventes, mais elle ne prenait jamais le temps de se demander ce qu'elle désirait vraiment lire. C'était comme si je m'étais réveillé d'un très long rêve, m'a-t-elle confié. J'ai compris que j'avais passé tant d'années à m'adapter au goût de tout le monde que j'avais complètement perdu le contact avec mes propres préférences. Je ne savais plus ce que j'aimais manger, quel genre de musique me procurait du bien, quel lieu m'apportait la paix. J'étais devenu une personne qui n'existait qu'en fonction des désirs des autres. Et c'est un piège très subtil, car cela commence souvent par de petites choses, par des concessions faites par amour, par désir de faire plaisir. Mais quand cela devient la norme, que vous êtes toujours celle qui cède, vous perdez des morceaux de vous au fil du temps. Vous devenez une version plus pâle, plus effacée de qui vous êtes vraiment. Le problème n'est pas de faire des concessions occasionnelles par amour. Le problème, c'est quand elles sont toujours unilatérales, quand c'est toujours vous qui vous moulez, vous adaptez, renoncez. Car cela installe une dynamique où vos désirs et préférences sont relégués au second plan, où votre individualité perd de sa importance, où vous devenez une figure accessoire dans la vie de quelqu'un. Le cinquième et dernier moment où vous devez arrêter de vous donner autant, c'est quand vous réalisez que vous êtes en train de devenir une personne que vous ne reconnaissez plus, que vous vous sentez aigre, rancunière ou vide, mais que vous continuez à faire semblant que tout va bien pour préserver la paix. C'est peut-être le signe le plus grave de tous, car il indique que le déséquilibre dans votre relation affecte non seulement votre comportement, mais votre essence, votre personnalité, votre regard sur la vie. Vous souvenez-vous de qui vous étiez avant? Vous souvenez-vous de la femme qui riait facilement, qui avait ses propres rêves, qui s'enthousiasmait pour de petites choses, qui voyait la beauté dans le monde? Si vous vous regardez aujourd'hui et sentez que cette femme a disparu quelque part en chemin, si vous réalisez que vous êtes devenu plus cynique, plus fatigué, plus résigné, alors il est temps de vous arrêter et de vous demander ce qui vous est arrivé. J'ai reçu Thérèse, 52 ans, qui a prononcé une phrase qui m'a profondément marqué. « Docteur, je crois que je suis devenue une personne que je ne voudrais pas rencontrer dans la rue. » Elle m'a expliqué qu'elle se sentait constamment irritée, critiquant tout, incapable de ressentir de la joie pour les choses qui la rendaient heureuse auparavant. « Je suis devenue une femme amère, m'a-t-elle dit, et je ne veux pas l'être, mais je ne sais pas comment m'arrêter. » En creusant davantage, nous avons découvert que cette amertume ne venait pas de nulle part. C'était le résultat d'années de frustration enfouie, de besoins ignorés, de rêves sans cesse reportés au nom des autres. C'était le résultat d'avoir consacré tellement d'énergie à prendre soin des autres qu'il ne restait plus rien pour elle-même. C'était le résultat d'avoir tant donné d'elle qu'elle n'avait plus rien à offrir, ni aux autres, ni à elle-même. Et voici ce qui se passe quand vous dépassez vos limites trop longtemps, quand vous ignorez vos besoins trop longtemps, quand vous refoulez vos frustrations trop longtemps. Tout cela ne disparaît pas, cela s'accumule comme une cocotte minute, où la pression monte jusqu'à ne plus pouvoir être contenue. L'amertume, le ressentiment, le sentiment de vide, ce sont des symptômes d'auto-abandon. Ce sont des signaux que vous avez délaissé votre propre âme en prenant soin de tout le monde. Ce sont des avertissements que vous devez arrêter de vous donner tant et commencer à vous retrouver. Parce que tenez-vous bien, quand vous arrivez à ce point, quand vous devenez une personne que vous ne reconnaissez plus, vous ne rendez service à personne. Vous n'êtes pas une bonne épouse, pas une bonne mère, pas une bonne personne. Vous êtes une version épuisée et rancunière de vous-même, et cela a un impact négatif sur tous vos rapports. Vos enfants méritent d'avoir une mère exemplaire, épanouie et heureuse, pas une femme qui s'est sacrifiée au point de perdre son identité.
Votre mari mérite d'avoir une épouse entière, avec une vie propre, des intérêts propres, une personnalité propre, pas quelqu'un qui n'existe que pour le servir. Et vous, par-dessus tout, vous méritez d'être une personne que vous admirez, que vous respectez, que vous aimez être. Maintenant que nous avons identifié ces 5 moments cruciaux, je veux que vous fassiez avec moi une réflexion très importante. Je veux que vous vous demandiez: combien de ces moments avez-vous reconnus dans votre propre vie? Combien de ces situations ont fait battre votre cœur de reconnaissance? Et plus important encore, que ferez-vous de ces informations? Parce que reconnaître le problème n'est que la première étape. La deuxième, et sans doute la plus difficile, est de décider que vous méritez autre chose. Décider que vous n'allez plus accepter des miettes d'attention et d'affection. Décider que vous n'allez plus vivre votre vie comme la figurante dans la vie d'une autre personne. Je sais que cela peut sembler effrayant. Je sais que cela peut sembler impossible de changer des habitudes installées depuis tant d'années. Mais laissez-moi vous raconter la transformation de Patricia, une femme de 55 ans qui a réussi à réécrire entièrement son histoire. Patricia est venue me voir dans un état très similaire à ce que vous ressentez peut-être. Maintenant, elle s'était tant donnée à son mariage, à ses enfants, à sa famille, qu'elle avait complètement perdu le contact avec elle-même. Elle m'a dit qu'elle se sentait comme une coquille vide sur la plage. Jolie à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Son processus de retrouvailles avec elle-même n'a pas été facile ni rapide. Cela a commencé par de petites choses. Elle a recommencé à lire les livres qu'elle aimait vraiment, au lieu de ceux recommandés par son mari. Elle a remis la musique qui lui faisait du bien, au lieu d'écouter toujours ses préférences. Elle a commencé à dire non à certaines demandes, au lieu de dire oui automatiquement. Mais le plus important a été qu'elle a appris à communiquer ses besoins de manière claire et directe, sans se justifier ni s'excuser. Quand elle avait besoin d'attention, elle la demandait. Quand elle voulait parler, elle exprimait ce désir. Quand elle n'était pas d'accord, elle manifestait son désaccord. Au début, il y a eu de la résistance. Son mari, habitué à une épouse toujours disponible et conciliante, a trouvé ces changements déroutants. Il y a eu des conflits, des conversations difficiles, des moments où elle a douté de faire le bon choix. Mais elle a persisté, car elle avait compris quelque chose de fondamental. Elle ne pouvait pas continuer à se perdre pour maintenir une relation qui ne fonctionnait qu'au prix de son propre effacement. Et savez-vous ce qu'il s'est passé? Avec le temps, sa relation s'est véritablement améliorée. Quand elle a cessé d'accepter n'importe quoi, quand elle a établi des normes plus élevées pour la manière dont elle voulait être traitée, son mari a commencé à répondre plus positivement. Non pas parce qu'il a changé du tout du jour au lendemain, mais parce qu'elle a changé les règles du jeu. « Docteur, m'a-t-elle dit quelques mois plus tard, j'ai découvert que quand vous vous respectez, vous apprenez aux autres à vous respecter aussi. Quand vous vous valorisez, vous montrez aux autres quelle est votre valeur. Et quand vous cessez d'accepter des miettes, les gens arrêtent de vous en offrir. Mais je dois être honnête avec vous, cette histoire n'a pas toujours pour aboutissement un happy end avec le couple qui se refait une santé. Parfois, quand vous cessez de vous nier, quand vous redevenez une personne entière, vous découvrez que la relation ne tenait debout que parce que vous vous étiez toujours adapté. Parfois, vous réalisez qu'il n'y a plus de compatibilité réelle quand chacun est authentique. Et après beaucoup de discussions, de travail thérapeutique et de réflexion, certains décident de se séparer à l'amiable. Au début, je croyais avoir échoué, m'a confié Martine, 59, Hans. Je me disais que j'aurais peut-être dû continuer à faire semblant, à m'adapter, mais j'ai compris que vivre un mensonge n'est pas vivre. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour préserver la relation n'est pas de l'amour. C'est une prison qu'on accepte volontairement. Aujourd'hui, Martine est dans une nouvelle histoire avec une personne qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment, et non pour la version aseptisée qu'elle croyait devoir être. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, j'ai découvert qu'il vaut mieux être seul en étant soi-même que d'être accompagné en jouant un rôle. »
Mais je ne vous raconte pas ces exemples pour vous effrayer ou vous décourager. Je vous les partage pour que vous compreniez qu'indépendamment de ce qui se passera, quand vous déciderez de cesser de vous donner à l'excès, le résultat sera toujours meilleur que de continuer à vous perdre. Car même si la relation ne survit pas à ces changements, vous survivrez, vous vous retrouverez. Vous découvrirez que vous êtes une personne incroyable, précieuse et digne d'un amour véritable. Et qui sait, peut-être que, quand vous cesserez de vous effacer, votre mari redécouvrira pourquoi il est tombé amoureux de vous. Peut-être se rappellera-t-il qu'il s'est marié avec une personne, pas avec une femme de ménage. Peut-être prendra-t-il conscience qu'il a à ses côtés un trésor extraordinaire qu'il a négligé. Car voyez-vous, quand vous vous respectez, quand vous vous valorisez, quand vous posez des limites saines, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes authentique, vous rendez hommage à la personne que Dieu a créée. Vous donnez l'exemple à vos enfants, vos nièces, vos petites filles, de la manière dont une femme doit être traitée. Vous contribuez à un monde où les relations sont plus équilibrées, plus justes, plus véritablement aimantes. Alors je veux vous lancer une invitation très spéciale dès maintenant. Je vous invite à prendre un nouveau portrait de votre vie. Vous savez, quand on réorganise les meubles et qu'au début tout semble étrange, mais qu'ensuite on se dit « Waouh, comme c'est mieux ainsi !» C'est exactement ce que je veux que vous fassiez avec votre vie. Peut-être est-il temps de réorganiser vos priorités. Peut-être est-il temps d'inscrire vos besoins sur la liste des choses importantes. Peut-être est-il temps de réserver un moment pour découvrir qui vous êtes quand vous ne prenez soin de personne. Peut-être est-il temps d'investir en vous-même avec la même dévotion que vous avez toujours offerte aux autres. Commencez petit. Ce soir, avant de dormir, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux ?» Pas ce qui serait bien pour la famille, pas ce qui rendrait tout le monde heureux, pas ce qui serait plus pratique. Ce que vous, en tant qu'individu, désirez pour vous-même. Et demain, faites une chose, une petite chose, uniquement, et pour vous. Cela peut être boire un café seul dans le silence, écouter une musique que vous adorez pendant vos tâches quotidiennes, acheter un magazine sur un sujet qui vous passionne, appeler une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. N'importe quoi, du moment que ce soit un choix fait pour vous. Puis, petit à petit, augmentez ces choix. Reprenez votre place dans votre propre vie. Souvenez-vous ce que c'est que d'être une personne avec des envies, des rêves, une préférence. Retrouverez la femme extraordinaire que vous avez toujours été, mais qui était enfouie sous tant de soins pour les autres. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de vous effacer pour être aimé. Vous n'avez pas à disparaître pour que les autres brillent. Vous n'êtes pas tenu de vous faire plus petite pour que les autres se sentent plus grands. Vous méritez de prendre de la place, d'être vu, d'être aimé pour ce que vous êtes, et non pas seulement pour ce que vous faites. Et si quelqu'un dans votre vie ne peut pas vous aimer quand vous êtes authentique, quand vous posez des limites saines, quand vous prenez soin de vous, alors cette personne ne vous aime peut-être pas vraiment. Peut-être qu'elle n'aime que la version pratique de vous, la version qui demande peu d'efforts, sans besoin propre, n'existant que pour servir. Mais vous n'avez pas été créé pour être pratique. Vous avez été créé pour être extraordinaire. Vous avez été créé pour briller, pour rêver, pour accomplir, pour être heureuse. Et si votre lumière dérange quelqu'un, le problème n'est pas votre éclat, c'est qu'il porte des lunettes de soleil. Alors, je veux conclure cette conversation avec une demande spéciale. Si ces mots ont touché votre cœur, si quelque chose que j'ai dit a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans l'une des femmes mentionnées ici, alors faites-moi une faveur. Partagez cette vidéo avec une amie qui a aussi besoin de se rappeler sa valeur. Parce que je sais que vous n'êtes pas la seule femme de votre entourage qui traverse cela. Vous avez des amis, des sœurs, des cousines, des collègues qui se donnent tellement qu'elles ont oublié d'elles-mêmes. Et peut-être qu'en partageant ce message, vous semez une graine de transformation dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Rappelez-vous, vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être valorisé. Et si cela n'arrive pas dans votre vie actuelle,
Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que vous avez accepté moins que ce que vous méritez trop longtemps. Mais il n'est jamais trop tard pour changer cela. Il n'est jamais trop tard pour décider que vous valez plus. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau portrait de votre vie, où vous apparaîtrez clairement en tant que protagoniste de votre propre histoire. La vie est précieuse et trop courte pour être vécue en tant que second rôle. Vous êtes né pour être la star du film de votre vie, et il est temps d'assumer ce rôle avec toute la dignité et la force que vous possédez. Je veux que vous sachiez qu'identifier ces schémas ne signifie pas que vous avez échoué en tant qu'épouse ou en tant que femme. Cela signifie que vous avez grandi, évolué, atteint un stade de maturité émotionnelle où vous ne pouvez plus accepter des miettes alors que vous méritez un festin. Cela signifie que votre âme crie pour de l'authenticité, de la réciprocité, du vrai amour. Et ce cri de votre âme n'est pas un caprice, ni de l'égoïsme, ni une lubie d'une femme de 50 ans qui ne sait plus ce qu'elle veut. C'est la voix de votre essence qui vous rappelle votre valeur, qui vous rappelle que vous méritez du respect, qui vous rappelle que vous ne pouvez pas continuer à vivre une vie qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment. J'ai rencontré tant de femmes dans votre situation et je peux vous garantir une chose. Quand vous décidez de cesser de vous donner à l'excès, quand vous posez des limites saines, quand vous recommencez à vous valoriser, 3 choses peuvent arriver. Premièrement, votre relation peut se transformer pour le mieux, car vous enseignez aux autres comment vous traiter. Deuxièmement, vous pouvez découvrir qu'il n'y a pas de base solide quand chacun est authentique, et cela peut conduire à une séparation nécessaire. Troisièmement, vous pouvez trouver un compromis où certains aspects s'améliorent et d'autres vous choisissez de les accepter ou de les travailler. Mais dans toutes ces possibilités, une constante demeure, vous vous retrouvez. Vous redevenez une personne entière. Vous redécouvrez vos rêves, vos envies, votre personnalité unique. Et cela, en soi, vaut tout l'effort et tout le courage que ce chemin exigera de vous. Parce que, voyez-vous, même si vous avez 50, 60 ans ou plus, même si vous pensez qu'il est trop tard pour changer, je veux vous rappeler une chose importante. Il vous reste encore beaucoup de vie devant vous. Si vous vivez jusqu'à 80 ans, il vous reste encore 20, 30 ans de vie. Cela représente des décennies de possibilités, d'expériences, de bonheur. Voulez-vous vraiment passer ces années à vous effacer, à vous donner à l'excès, à vivre une vie qui n'est pas la vôtre? Ou voulez-vous utiliser ce temps pour être qui vous êtes vraiment, pour chercher des relations qui vous nourrissent au lieu de vous épuiser, pour réaliser des rêves mis de côté, pour être un exemple de femme épanouie et heureuse pour les générations futures de votre famille? Je suis sûr qu'au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Votre cœur sait déjà ce qui doit être fait. Peut-être que votre tête est encore pleine de doutes, de peurs, de « et si ». Mais votre cœur a déjà décidé que vous méritez mieux, que vous valez mieux, que vous pouvez être plus heureuse que vous ne l'avez été. Alors faites confiance à cette voix intérieure. Faites confiance à votre intuition qui vous a conduite jusqu'à cette vidéo, qui vous a poussé à regarder jusqu'à la fin, qui vous a fait reconnaître votre propre histoire dans ces mots. Cette intuition est votre ami, votre guide, la boussole qui vous ramènera à vous-même. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des milliers de femmes traversent ce même processus, réalisant qu'elles se sont perdues en chemin et décidant de se retrouver. Des professionnels sont là pour vous accompagner. Des amis vous soutiendront. Un réseau de soutien vous attend. Il vous suffit d'avoir le courage de le chercher. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus libérateur. C'est le pas qui vous sort du pilote automatique et vous remet aux commandes de votre vie. C'est le pas qui vous transforme de passagère en conductrice de votre destin. Alors, ma chère, quand vous allez arrêter cette vidéo, quand vous retournerez à votre routine, à vos responsabilités, à votre quotidien, emportez cette certitude. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être aimée. Vous méritez d'être valorisé. Et si cela n'arrive pas maintenant, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que vous avez besoin de changements courageux dans votre vie.
commencer aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez petit, mais commencez. Parce que la femme incroyable que vous avez toujours été attend d'être redécouverte. Elle est là, sous toutes ces couches de soins pour les autres, sous toutes ces concessions que vous avez faites, sous toute cette énergie que vous avez donnée. Elle vous attend, et c'est le moment idéal pour que vous vous retrouviez. Et quand cela arrivera, quand vous brillerez à nouveau de votre propre lumière, quand vous redeviendrez la protagoniste de votre vie, vous verrez que toutes les personnes qui vous aiment vraiment célébreront cette transformation. Car qui vous aime vraiment veut vous voir heureuse, épanouie, être la meilleure version de vous-même. Et si quelqu'un n'arrive pas à se réjouir de votre croissance, si quelqu'un se sent menacé par votre authenticité, si quelqu'un préfère la version diminuée de vous, alors cette personne ne mérite pas de faire partie de votre nouvelle vie. Car vous construisez désormais une vie fondée sur l'amour véritable, le respect mutuel et la réciprocité authentique. Alors voici mon cadeau pour vous aujourd'hui. La permission d'être qui vous êtes vraiment. La permission de vouloir un plus de la vie. La permission de poser des limites. La permission de dire non. La permission de prendre soin de vous avec la même dévotion que vous avez toujours offerte aux autres. La permission de briller, de rêver, d'être extraordinairement heureuse. Utilisez cette permission avec sagesse, courage et amour-propre. Et souvenez-vous toujours, vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être heureuse. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous valoriser. Vous n'avez pas à attendre que d'autres vous donnent de la valeur. Commencez par vous valoriser maintenant. La vie vous attend. La vraie vie, celle où vous êtes respecté, aimé et valorisé pour ce que vous êtes vraiment. Allez à sa rencontre. Vous méritez chaque instant de bonheur à venir.